Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller, où ce soir nous avons la joie de recevoir Alexandra Kozelik. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Alors, au moment où on est passé sur Facebook, en fait, ça a tout coupé. Alors, je ne vous vois plus du tout. Ah, Euh, Alors, je vais essayer pas de de direct, oui. rattraper. Alors en attendant, je vais. Alors nous, on vous reçoit ce soir pour votre merveilleux livre qui s'appelle L'Archiviste, qui est paru pardon, aux éditions Aux Forges de Vulcain. Et ce soir, pour vous interroger quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, qu'on a l'habitude d'avoir dans les rencontres, qui est Madeleine Renaud, qui est libraire à la librairie Isler. Bonsoir Madeleine. Ouais. Est-ce qu'Alexandra nous a retrouvés? Alors, j'ai le son, mais pas l'image. Voilà. Ah, donc Alors, vous ne voyez pas. En non. attendant, je vais quand même montrer à nos amis participants votre livre. Là, voilà la couverture qui est sublime. Voilà, on la voit. Je pense que Madeleine la voit aussi. Parfait. Donc on attend parce que, alors pendant que je vais faire un petit... Ça y est, Voilà. parfait. Donc avant de vous laisser discuter toutes les deux, je vais rappeler à nos amis participants lecteurs qu'ils peuvent vous poser des questions par mon intermédiaire. Il suffit d'écrire un petit message et moi je le récupère et je viens vous le poser à la fin de votre entretien. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour Alexandra, Bonjour Madeleine. c'est un plaisir de te retrouver encore une fois pour parler de l'archiviste. C'est ton troisième roman à destination des adultes, je ne vais pas dire pour adultes parce que Le Serment des Monas, on peut le lire aussi quand on est adulte. Mais c'est ton troisième roman paru aux éditions des Forges de Vulcain. Est-ce que tu peux nous dire brièvement de quoi il parle? Alors oui, donc l'archiviste donc parle d'une archiviste. Nous sommes en pleine guerre en Ukraine. Et en fait, elle s'occupe de la bibliothèque d'archives de sa ville, qui est une ville qui a été capturée. Et sa bibliothèque, en fait, a la particularité d'avoir été construite dans une ancienne abbatiale. Et donc, il y a des sous-sols. Et ces sous-sols ont servi à... En fait, quand en temps de guerre, on décroche les tableaux dans les musées et on les met... où on peut, c'est-à-dire que là, alors là, c'est dans les sous-sols de sa bibliothèque, mais parfois ça peut être dans des égouts ou des choses comme ça, en fait, pour vraiment protéger avant tout les œuvres d'art. Et donc là, elle a avec elle donc à la fois des archives dans sa bibliothèque, mais dans les sous-sols, elle a des tableaux, elle a des disques, elle a plein de choses en fait qui ont été rapatriées durant la guerre. Et un soir, alors qu'elle est dans sa bibliothèque, un homme au chapeau arrive qui lui dit qu'il a compris quelque chose, que ça ne servait à rien de détruire une culture, parce que quand on détruit une culture, il y a toujours la mémoire de cette culture pour le peuple qui a été envahi, mais que là, en l'occurrence, il voudrait, grâce à cet archiviste, donc il voudrait qu'elle modifie les œuvres d'art. Et une fois que ces œuvres d'art seront modifiées, quand elles seront rapatriées dans les musées, à ce moment-là, l'œil des Ukrainiens, enfin un Ukrainien qui sera spectateur, en fait, dira, je comprends pas en fait sur ce tableau-là, il y avait par exemple une bandoura qui n'y est plus. Et au fur et à mesure, en fait, vu que on aura modifié et enlevé tout ce qui concerne le patrimoine ukrainien, à ce moment-là, la culture ukrainienne n'existera plus puisqu'elle aura été modifiée. Donc là, on est au tout début du livre. Au début, elle ne veut pas le faire, sauf qu'il détient sa sœur. Et donc, elle va commencer à modifier. La première modification concerne l'hymne. Donc là, il s'agit de changer quelques mots de l'hymne ukrainien. Et en changeant quelques mots de l'hymne ukrainien, on peut complètement changer le sens de cet hymne. Et donc, voilà, elle se trouve en train de modifier, sauf que, selon moi, en fait, dans les bibliothèques, il y a toujours l'âme des artistes disparus. Et donc, à ce moment-là, ces ombres qui sont là, tout autour d'elle, vont lui permettre de s'incarner dans les œuvres d'art qu'elle doit modifier. Et en s'incarnant dans les œuvres d'art, peut-être trouver une voie vers la résistance. C'est un livre qui colle tristement à l'actualité, que tu as commencé à écrire, si je ne me trompe, au début de la guerre l'année dernière.
est-ce qu'il y a une image particulière qui t'a déclenché cette écriture ou est-ce que c'est l'intégralité du conflit qui a déclenché l'écriture? Alors, il y a plusieurs choses effectivement qui ont déclenché cette écriture. Il y a alors, déjà une sidération quand l'invasion a eu lieu. Puis après, en fait, par la suite, quand les journalistes français se demandaient comment un peuple pouvait résister de cette façon-là face à une grande puissance, face à l'armée russe, moi, de mon côté, en fait, je n'étais pas du tout étonnée par cette résistance et ce courage des Ukrainiens. Tout simplement parce que alors je connaissais le courage de ce peuple et en même temps, j'ai toujours été éduquée de cette façon-là. C'est-à-dire que mes grands-parents me disaient que là, les frontières étaient stables, mais qu'à un moment donné, en regardant l'histoire de l'Ukraine, on savait que ce pays serait de nouveau envahi. Et donc, j'ai eu effectivement envie de travailler autour de ça, de montrer pourquoi finalement ce peuple ukrainien résistait aussi rapidement et aussi fortement. Et quand je voyais effectivement, par exemple, il y a eu le musée de Maria Primachenko qui a été la cible d'obus et qui a été détruit, et où là, je me suis dit, en fait, tous ces tableaux ont disparu. Effectivement, j'ai eu envie euh, d'aller contre cette destruction qui était là et qui, qui était en train de tout supprimer, et au contraire, avec les mots de rattraper, de retricoter en quelque sorte cette culture ukrainienne. C'est un roman que tu ne dates pas et l'homme au chapeau, il n'a pas de nationalité connue. Le personnage principal s'appelle K, elle n'a pas de prénom défini, alors que les autres personnages autour, si, parce que sa sœur s'appelle Mila. Donc, pourquoi avoir fait ces choix de prendre position sans vraiment prendre position sur un prénom, un âge, parce que je ne crois pas que tu donnes l'âge précis de K. Pourquoi avoir choisi de rester dans le flou autour de tout ça? Alors effectivement, même si l'œuvre, au tout début, je dis que le récit se passe en Ukraine et qu'on se doute que là, c'est de nos jours, je voulais essayer de prendre de la distance, effectivement, avec ce conflit et lui donner un peu l'apparence d'un conte. C'est-à-dire que le conte sert à donner du sens à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc là, effectivement, K, c'est une initiale. Et ça permet de dire aussi plein de choses, c'est-à-dire que c'est aussi un personnage qui peut être diminué par cette situation. Donc, elle n'a pas son prénom entier, mais elle a seulement son initiale. Mais c'est aussi faire un lien notamment à Kafka, parce que dans le procès, on a justement, Joseph K, le personnage, est appelé K lui aussi. Et comme pour moi, c'était une situation complètement absurde, je voulais faire un clin d'œil à Kafka, en fait, c'est ce qui m'est venu. Et puis, cet homme au chapeau, effectivement, lui non plus n'a pas de prénom. Il n'a pas non plus d'origine, c'est-à-dire que je ne lui donne pas de nom de pays, même si on se doute bien de qui est cet envahisseur. Mais en fait, voilà, je voulais rester dans un flou pour donner en quelque sorte une note un peu universelle à ce texte. Tout simplement parce que ce qui se passe là en Ukraine, on peut le transposer malheureusement à ce qui s'est passé en Syrie ou dans d'autres pays. Et donc, les règles en fait d'un envahisseur sont toujours les mêmes. Donc là, effectivement, c'est en Ukraine, mais ça aurait pu se passer dans un autre pays. D'ailleurs, il y a un lecteur, en fait, lors d'une rencontre en librairie, qui m'a demandé si je n'avais pas écrit ce texte-là avant la guerre en Ukraine, et parce que lui, il avait lu, tout ce récit Cannes pouvait aussi se passer en Syrie. Et donc là, je trouvais que c'était un joli compliment dans le sens où effectivement, ce que les Ukrainiens vivent là, malheureusement, c'est toujours ce que vivent les pays envahis. Il y a énormément de phrases en ukrainien dans le texte, avec une écriture ukrainienne qui sont traduites, mais que tu as laissées en l'état vraiment
alors que tu aurais pu juste la retranscrire, enfin la traduire et la laisser comme ça dans le texte. Pourquoi avoir fait le choix de laisser la langue ukrainienne autant en avant, plus, parfois presque plus que certaines œuvres que tu développes? Oui, parce que pour moi, en fait, la langue ukrainienne a été une langue qui a été interdite, une langue qui a été aussi diminuée. À chaque fois, en fait, à un moment donné, en fait, on disait que l'ukrainien était une forme de russe paysan, en fait, un patois, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque c'est une langue à part entière, c'est-à-dire que le russe, l'ukrainien et le biélorusse proviennent d'une même langue qui s'appelle le slavon. Alors, le slavon, en comparaison, en fait, on pourrait dire que c'est le latin. Et le latin, lui, a donné le français, l'italien, l'espagnol. Ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que le slavon a donné 3 langues bien distinctes, avec effectivement un alphabet cyrillique, mais la langue ukrainienne, en fait, l'alphabet ukrainien possède plus de lettres, pardon, que le russe. Et donc, on a vraiment 3 langues différentes. Mais on a toujours voulu diminuer cette langue-là ou l'interdire. Et pour moi, c'était important de montrer en fait cette langue, de l'utiliser, que les lecteurs français, effectivement, même s'ils ne comprennent pas ou ils n'arrivent pas à savoir comment se prononce le vers ou la phrase, à ce moment-là, en fait, rien que de le voir, ça permet d'exister. L'existence d'une langue aussi passe par le fait de faire passer à des lecteurs qui ne comprennent pas non plus cette langue. Et qui, par exemple, moi je me souviens au tout début quand j'ai appris le sanskrit à l'université, et apprendre le sanskrit au départ, ce sont des dessins en fait. On ne comprend rien, mais on trouve là la petite courbe, voilà, ce sont des choses extrêmement jolies, et donc je voulais aussi montrer la beauté de cet alphabet. Comment tu as fait le choix des poètes que tu as mis en avant, des œuvres d'art, des auteurs, parce qu'il y a des auteurs à part entière aussi, il y a Gogol, il y a Maria Primachenko. Comment tu as fait le choix pour ne pas placer toutes les œuvres auxquelles tu aurais peut-être voulu placer? Comment ta sensibilité t'a guidée plus vers l'un que vers l'autre? Alors effectivement, ça a été un choix cornélien. Mais il y avait certains artistes que je voulais vraiment mettre en avant. Par exemple, Lesia Ukrainka, la poétesse, pour des raisons personnelles, parce que ma mère portait ce prénom. Et quand j'ai découvert cette poétesse et le nom qu'elle portait, j'ai vraiment eu d'emblée en fait un amour pour cet artiste, et donc je voulais vraiment qu'elle soit là. Gogol, je voulais aussi qu'il soit là parce que on me dit généralement tout le temps, mais Gogol en fait c'est un auteur russe, et donc je suis là avec mon étendard en disant mais non, il est né en Ukraine, et s'il écrivait en russe, c'est tout simplement parce que à cette époque-là, écrire en ukrainien aurait été, ça aurait été avoir un lectorat qui était vraiment réduit, et donc voilà, il utilisait la langue russe, mais je voulais montrer que c'était vraiment un auteur ukrainien. Et puis après, par la suite, il y a eu, alors Taras Shevchenko, effectivement, en fait, on ne peut pas parler de l'Ukraine sans parler de Taras Shevchenko, c'est le poète ukrainien par excellence. Donc ça, c'était vraiment les piliers. Et puis, en fait, comme le livre a été écrit alors que la guerre en fait faisait rage, on avait aussi des articles, des journaux qui parlaient aussi des artistes ukrainiens. Et donc, par exemple, Maria Primachenko, c'était une artiste que je ne connaissais pas. Et quand son musée a été détruit, je me suis intéressée à cet artiste, et j'adore en fait l'art naïf. C'est-à-dire que quand je suis allée en Roumanie, la dernière fois quand je suis allée en Slovénie, en fait, j'adore visiter des musées d'art naïf. Voilà, pour moi, en fait, l'art naïf porte très mal son nom, parce qu'on a l'impression de peinture naïve, et au contraire, ces peintures reviennent à
à ce qu'on est vraiment intrinsèquement, c'est-à-dire à notre enfance, tout simplement. Notre enfance, et ça reprend des thèmes assez païens, et je suis très sensible à ces thèmes païens et à l'enfance. Et donc, quand j'ai découvert ce qu'elle peignait, je suis tombée en amour pour cette artiste, et j'ai commencé effectivement à faire des recherches autour de ce qu'elle avait fait, autour de qui elle était. Et d'emblée, ça a été ce que j'appelle une voix aussi que j'ai eu envie de traiter. Et pareil pour alors Alla Horska, je ne la connaissais pas. Et là, je l'ai connue à partir de Taras Shevchenko, c'est-à-dire qu'elle a fait un vitrail qui représentait Taras Shevchenko, qui a été interdit. Et là aussi, je me suis dit, bah, incroyable, cette vie aussi, elle est morte dans des conditions affreuses. Et là aussi, c'est un meurtre qui a été maquillé. Et donc, voilà, c'était des... En fait, moi aussi, j'ai fait un travail d'archive en quelque sorte lorsque j'ai écrit ce livre. Et donc, c'était un petit peu la même chose autour de... À un moment donné, je parle d'une anecdote autour de bandouristes. Donc, les bandouristes, c'est des musiciens qui font de la bandoura. Et la bandoura, c'est l'instrument de musique ukrainien. J'ai une bandoura chez moi, héritée de mon père. Et là aussi, en fait, j'ai appris une anecdote autour des bandouristes, et il fallait que j'en parle. Ça me paraissait tellement terrible. Voilà, il fallait parler de tout ça. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a à la fois des artistes, mais il y a aussi il y a 3 grosses périodes historiques. Et là aussi, il a fallu que je fasse un choix parmi les périodes historiques. Et donc, il y a eu l'Holodomor qui est un passage historique très important pour les Ukrainiens, dont je parle déjà dans À crier dans les ruines. Et là déjà, en fait, entre À crier dans les ruines, paru en 2019, et L'Archiviste, donc paru en 2022, durant ces 3 ans, il y a eu vraiment un gros travail qui a été fait pour l'Holodomor. C'est-à-dire qu'en 2019, quand je faisais des rencontres, personne ne savait ce qu'était l'Holodomor. Et là, quand je fais des rencontres en librairie, les gens commencent à savoir ce qu'est l'Holodomor. Et ça, je trouve ça vraiment très important, que ce soit c'est une période terrible, mais qu'elle soit connue. Et puis après, en fait, pareil, dans L'Archiviste, je parle de Tchernobyl, tout simplement parce que j'en parlais déjà dans À crier dans les ruines. Donc là aussi, c'est un thème qui m'est cher. Je voulais faire aussi un clin d'œil à crier dans les ruines, tout simplement parce que pour moi, les œuvres, elles s'enchevêtrent en quelque sorte. C'est pas une œuvre et puis on termine, et puis une autre œuvre, c'est vraiment un canevas. Et puis Maïdan, tout simplement parce que Maïdan, je pense que ça a été, donc Maïdan, qui est une manifestation qui a eu lieu en 2014, qui est vraiment très importante pour les Ukrainiens, parce que pour eux, c'est vraiment là qu'ils ont compris en fait qu'ils pouvaient se battre et faire entendre leur cause. Voilà. Est-ce que si tu devais, alors pas réécrire, mais aller plus loin dans le livre aujourd'hui et rajouter des périodes, tu rajouterais des choses par rapport à ce qui s'est passé en un an, par rapport en ce moment, moi je suis comme toi, je suis beaucoup de personnes en Ukraine ou de réfugiés qui sont maintenant en France. Il y a des choses qui sont assez dures où on voit que des villes sont complètement effacées de la carte. Est-ce que c'est des choses que tu rajouterais ou que tu laisserais entre guillemets passer pour justement rester sur quelque chose de très généraliste et sans rentrer dans cette guerre-là en particulier? Oui, alors en fait, moi je trouve que le roman déjà est assez noir, et malheureusement, ce qu'on voit de cette guerre est encore plus noir. C'est-à-dire que je voulais faire vraiment, enfin, être au plus proche de ce qui se passait. Et je voyais aussi quelles étaient les actions qui avaient été faites aussi par l'armée russe dans d'autres pays pour essayer de voir jusqu'où ça pouvait aller. Et malheureusement, c'est encore pire. Donc, oui, je pense que j'aurais pu ajouter effectivement pour un peu plus coller à cette actualité.
Et en même temps, je pense que malheureusement, l'être humain va au-delà de ce qu'il peut imaginer un auteur de noir, en fait. Donc, après, en fait, il y avait certaines choses qui s'étaient passées déjà. On était déjà... moi, je pense, par exemple, il y a au tout début où je parle de viol, parce que, en fait, il y a des soldats russes qui, en fait, considèrent que le peuple ukrainien n'existe pas et qu'on peut faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes, donc des êtres humains, donc on peut y aller, en fait. On peut être le plus abject possible. Et donc, ça, j'en parle un petit peu. Mais c'est pas non plus c'était pas non plus mon propos. Là, par exemple, on est en train de voir qu'il y a des enfants, des orphelins qui ont été emmenés en Russie et qui vont être reformatés euh, euh, par les personnes qui les accueillent. Et alors, pour moi, ça, c'est quelque chose de abominable possible. Enfin, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je traite énormément de l'identité, ce qui fait l'identité d'une personne. Et là, en fait, on est en train de montrer qu'il y a des enfants qui ne vont pas avoir du tout de souvenir de qui ils étaient, de leur famille, parce qu'ils ont 2 ans, 3 ans, et qui vont grandir avec une nouvelle culture. Et pour moi, ça, c'est c'est même pire qu'abominable, en fait. Voilà, et donc ça, peut-être que effectivement, je l'aurais mis parce que je l'aurais traité parce que ça, c'est quelque chose qui me perfore en quelque sorte. Et donc oui, ça, vraisemblablement, oui. Voilà. C'est étrange parce que tu dis que tu as un livre très noir et c'est pas du tout comme ça que je l'aurais qualifié, sans aborder la fin du roman, parce que le but n'est pas de révéler la fin du roman et on en a déjà parlé toutes les deux de nombreuses fois. Voilà. Mais en fait, pour moi, c'est pas un roman triste. Il y a un côté polar qui est hyper intéressant, qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire chez toi. Et en fait, moi, ce que je trouve hyper important et touchant dans cette histoire-là, c'est la résistance que met K et l'acharnement qu'elle met justement à préserver la culture de son pays et à faire en sorte que ça puisse perdurer, en fait. C'est-à-dire qu'elle rentre en résistance face à l'homme au chapeau, mais aussi contre toute la guerre qu'il y a derrière, pour sa sœur, certes, mais pas que. Donc, en fait, moi, c'est pas du tout comme ça que je l'aurais qualifié. Ouais. Ben, en fait, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le contexte qui est très noir, mais la démarche en fait de K et de le cheminement en fait de ce personnage, c'est aussi en quelque sorte l'éclosion d'une personnalité. C'est-à-dire que K va se révéler en temps de guerre, grâce justement à ces artistes et à ce que ce travail abject lui permet de faire, parce qu'elle aussi, sa façon de résister est justement cette lumière qui lui permet d'aller de l'avant et même d'affronter cet homme au chapeau, qui au départ, effectivement, est complètement terrifiant. Donc oui, c'est vrai que et là aussi, tu as raison, Madeleine, les lecteurs me disent je voulais pas lire ce roman parce que je m'attendais à quelque chose de très sombre, de terrible. Et quand je referme le roman, je m'aperçois qu'il est lumineux. Et il y a même je crois que c'est une prof que je vais voir parce que je vais intervenir auprès de ces étudiants. Et donc, elle me disait, votre travail est comme un vitrail. C'est-à-dire que vous faites passer la lumière même s'il y a du chaos tout autour. Et je trouvais cette image jolie, effectivement. C'est-à-dire que j'ai besoin, je crois que c'est un réel besoin dans mon parcours d'artiste, de travailler sur des choses qui peuvent être sombres, par exemple comme Tchernobyl,
mais de ne pas m'appesantir sur... On sait en fait que la guerre, c'est quelque chose de terrible, et que Tchernobyl aussi, effectivement, c'est quelque chose d'abominable. Et pour autant, il y a toujours, il y a un mot qui est à la mode, qui est résilience, mais je pense que c'est ça, en fait, de se dire, ne restons pas sur ce côté noir, sur ce chaos qu'est la guerre, mais au contraire, voyons ces petites graines qui germent, que ce soit chez ces soldats, par exemple, qui vont nous envoyer, parce que là, on est à une ère où les réseaux sont très importants, et donc, on va voir, par exemple, des soldats ukrainiens danser, on va les voir chanter, on va voir des personnes lorsqu'il y a les alarmes qui retentissent, par exemple, à Kiev, il y a eu et que les gens entrent dans le métro, et on a des voix qui s'élèvent, des voix de l'hymne ukrainien, et là on entend, enfin moi je me rappelle là il y a un petit enfant qui chante cet hymne. Maintenant, même là, enfin, c'est la jeunesse qui s'exprime et qui chantive. Ils sont dans le métro. Enfin, j'ai une amie qui vit en Ukraine, on en a déjà parlé et je suis en contact avec elle tous les jours. Et elle a un petit frère qui a 7 ans maintenant, Olé, et qui cherche les œufs de Pâques parce qu'ils essayent de lui apporter un peu d'horizon des cultures étrangères. C'est pas vraiment dans leur tradition de chercher des œufs en chocolat à Pâques, mais qui va chercher les œufs de Pâques l'année dernière. Ils continuent de fêter Noël. Enfin, en fait, la vie continue et pour eux, c'est triste à dire, mais c'est rentré dans leur quotidien, les alarmes et tout ça, et ils vivent avec. Ils vivent avec. Oui, c'est ça. Et en fait, ils ont effectivement, le mot c'est résilience, mais ils gardent une joie de vivre. Alors peut-être que parfois c'est qu'une façade, mais qui est assez bouleversante parce que pour nous, il y a des choses qui sont dramatiques alors que c'est rien du tout au final. Et en fait, ça remet un peu les choses à leur place. Oui, tout à fait. Mais tu as raison, en fait, c'est ça, tu vois, enfin, cet enfant qui cherche les œufs, obligatoirement, la vie est là, de toute façon. Il y a un instinct de survie oui, tout simplement, en fait, qui dépasse tout. Est-ce que tu comptes continuer à écrire sur l'Ukraine ou est-ce que c'est pas dans tes projets tout de suite? En fait, avant d'écrire l'archiviste, j'avais parlé d'un autre texte à David, à mon éditeur, Forge. J'avais commencé à écrire d'ailleurs autour de ce texte-là. David était à fond, enfin, il était vraiment ravi de nos échanges, de ce qu'il avait lu. Ce n'est pas un texte que je souhaite reprendre tout de suite. Après avoir écrit l'archiviste, effectivement, j'ai repris l'écriture du Sanctuaire des Monas, puisque j'écris et j'ai terminé le tome 2. Donc là, je suis dans les corrections. Et obligatoirement, il y a des idées, par exemple cet été, parce que cet été, à un moment donné, donc David m'a dit maintenant, on est au mois d'août, tu vas en vacances et tu ne penses plus à l'archiviste. Et donc, je ne pensais plus à l'archiviste, mais j'ai pensé à un autre texte qui n'avait rien à voir avec l'Ukraine, mais qui était autour de cette recherche d'un monde perdu encore, enfin, autour de... Voilà, enfin, je pense que c'est quelque chose qui m'anime énormément. Si tu m'avais posé la question il y a 10 jours, je t'aurais dit il y a quelque chose autour de l'Ukraine qui m'interpelle et qui m'appelle. Et là, pendant ce week-end, en fait, j'étais au Festival Atlantide et j'ai parlé à de nombreux auteurs
un auteur qui vient du Tchad, en fait, qui est né au Tchad et qui est parti du Tchad et qui vit en Suisse. Et donc, on a beaucoup échangé parce qu'on avait pas mal de choses autour de l'exil, autour aussi des enfants, parce que lui, il a deux grands enfants. Il y en a un qui est parti au Tchad, il y en a un qui ne veut pas entendre parler du Tchad. Et donc, tout ça, moi, ça m'intéressait énormément. Et j'ai fait une table ronde aussi autour de l'Ukraine dimanche. Et je suis revenue avec plein de choses autour de l'Ukraine encore. Donc là, d'ailleurs, j'ai parlé à David parce que lui aussi me disait, mais sur les réseaux, tu as dit que c'était quelque chose d'enrichissant et que alors ça veut dire quoi pour l'écriture? Et donc voilà, on a pas mal échangé autour de ça. Et là, je dirais que il y a des choses effectivement qui m'appellent en Ukraine. Je suis désolée, je ne sais pas si on entend, j'ai ma fille qui pleure à côté. Ah oui, petite mère, oui. Je suis désolée, c'est l'heure du tunnel du soir. Je suis désolée, je ne sais pas si on l'entend, mais moi je l'entends très très bien. Je ne sais pas, est-ce que tu as des choses que tu veux ajouter qu'on n'aurait pas dit sur l'archiviste? Non. Moi, je vais lui faire rajouter des choses. En tout cas, moi, je suis d'accord avec Madeleine. C'est pas le truc sombre que j'aurais dit en premier, parce que c'est tellement lumineux. Et moi, quand je vous ai lu, ça m'a fait penser au sublime titre du livre de Jean-Philippe Toussaint, L'urgence et la patience. Je ne sais pas si vous l'avez lu. L'urgence d'écrire sur un pays et la patience, parce que tout ce qui est dit si merveilleusement avec votre écriture, qui est puissante, qui est bouleversante, ça rejoint tout le livre. Je vous engage à lire ce livre. Oui. Il est là, il est aux éditions de Minuit. Voilà. D'accord, je ne connais pas. Voilà. Et effectivement, votre livre, ça m'a fait penser à ce livre, à ce titre qui est sublime, et c'est exactement ça. En tout cas, il y a des gens qui sont là et qui ont des questions à vous poser, donc notamment Annie. Alors, je vais vous lire d'abord le message. Ce roman est une nouvelle fois un coup de cœur pour moi. Je suis fascinée par la plume d'Alexandra. Est-ce qu'elle pourrait nous parler des autres personnages de femmes que je trouve très forts, la mère de K et la sœur de K? Elles aussi sont des résistantes, chacune à leur manière. Oui. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de femmes dans ce roman. Mila, qui est la sœur jumelle de K, qui, elle, est une journaliste photographe. Et je voulais en fait qu'il y ait en quelque sorte, elles sont les deux faces en fait. Il y a Mila qui est qui va vers le monde, qui observe le monde, qui photographie le monde, et K qui, elle, est une archiviste, donc dans un refuge, avec des textes, donc qui est vraiment, voilà, il y a deux mouvements qui s'opèrent. Et puis il y a leur mère qui est une femme malade. En fait, cette mère, pour moi, je l'ai vue comme une allégorie de l'Ukraine. C'est-à-dire qu'elle représente ce pays, mais qui résiste lui aussi. Et donc, on a à la fois en fait, K, quand elle rapporte des objets de ses voyages, si on peut dire, et elle forme une sorte de sanctuaire dans la chambre pour que sa mère reprenne des forces en quelque sorte. Et pour moi, j'avais vraiment envie de travailler sur cette relation mère-fille où elles se disent peu de choses, mais les moments où sa mère prend la parole, ce sont des moments qui vont permettre à K de faire des bons, en fait, en quelque sorte. Voilà. Il y a Bruno qui demande si cela a été facile de garder une certaine neutralité dans votre récit cadre, vu que vous êtes d'origine ukrainienne. Est-ce que ça a été compliqué, ça, de rester, de garder la neutralité, même si vous faites passer certains messages? Moi, je voulais vraiment faire une différence entre, et c'est pour ça qu'il n'y a pas l'adjectif russe. Je voulais vraiment faire une différence entre le pouvoir, le gouvernement qui impose certaines choses, et ce peuple. Il faut vraiment faire le distinguo. Et donc,
garder une neutralité, je pense que effectivement, je fais passer certaines choses sans neutralité, mais en gardant effectivement un certain sang-froid et en ne mélangeant pas tout. Peut-être que je ne mélange pas tout parce que j'enseigne dans un établissement où il y a différentes sections internationales. Donc, on a une section américaine, une section espagnole et une section russe. Et l'année dernière, j'avais des élèves d'origine russe en face de moi et je voyais aussi à quel point ils étaient touchés, à quel point ils n'arrivaient pas à bien en fait se positionner par rapport à ça, mais en tout cas, il y avait ils étaient terrifiés justement parce que ils ne comprenaient pas cette guerre. Il y avait une sidération de leur part et en même temps, il y avait même des élèves qui étaient coupés en fait de leur famille qui vivaient en Russie, tout simplement parce que le dialogue était devenu impossible avec leur famille. Et donc, je voyais ce déchirement aussi de leur part. Donc, peut-être que ça m'a permis parce que on en parlait aussi, ils savaient que j'étais d'origine ukrainienne. Au sein d'établissements, on a fait une collecte aussi pour justement les Ukrainiens. Ces personnes-là ont participé et donc voilà, enfin peut-être que ça m'a permis effectivement de garder ce recul. Ils vous lisent vos élèves ou est-ce qu'ils ont lu l'archiviste ou pas? Alors, les élèves que j'avais l'année dernière, c'est des élèves de 3e, hein, donc ils sont partis et ils ne savaient pas que j'écrivais autour de l'Ukraine, hein, puisque je ne leur parle pas de ce que je fais en cours. En fait, on fait vraiment une distinction entre. Généralement, on ne parle pas d'ailleurs. On n'en parle pas. Après, en fait, ils m'en parlent, mais alors soit lorsqu'ils me croisent dans les couloirs ou à la fin de l'heure. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir en me disant, moi, je suis en train de vous lire, madame, est-ce que je peux avoir une dédicace? Mais en cours, jamais. On n'en parle pas. Et donc là, effectivement, oui, peut-être qu'ils m'ont lu. Alors oui, j'ai des retours de certains élèves qui sont au lycée là actuellement et qui m'ont lu, qui ont beaucoup aimé l'archiviste et leur question c'était plutôt de me demander comment j'avais pu écrire ce livre tout en étant avec eux, en corrigeant les copies et voilà, pour eux c'était plutôt C'est une bonne question d'ailleurs, parce qu'on rappelle quand même que auteur est un métier à part entière aussi, puisque oui, les gens se posent la question. Mais donc voilà, c'est oui, aussi, ça prend du temps. ah oui, complètement. Oui, oui, oui. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à cette question, tout simplement parce que j'essaye de jongler entre les différentes casquettes. Ce que je sais, c'est que ce sont deux métiers qui m'animent. Et donc, je pense que quand on a une passion, on ne compte pas le temps passé. Voilà. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, j'ai de plus en plus, enfin, ce sont on va dire des balles qui sont de plus en plus grosses, et donc c'est de plus en plus compliqué de jongler avec. Mais par exemple, quand je ressors d'un festival ou de rencontres, là par exemple comme ce soir, je suis pleine de vie. Quand je ressors de cours, pareil en fait, voilà. C'est quelque chose qui au contraire me donne de l'énergie. Alors, il y a plein de questions sur la couverture, je vais la remontrer à l'écran, parce que alors, les couleurs ne sont pas là par hasard non plus. Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette sublime couverture? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette couverture qui est au départ, elle intrigue et puis après, elle prend tout son sens, bien évidemment. Oui, tout à fait. Alors, c'est effectivement Elena Vieillard qui fait toutes les couvertures des forges. Alors, généralement, je ne sais pas du tout quelle va être la couverture. C'est-à-dire qu'avec avec mon éditeur, on discute de ce que pourrait être la couverture. Moi, par exemple, je lui avais dit, j'aimerais bien que ce soit une ville qui soit donc représentée par des livres. Donc, une ville de livres et dont les livres seraient un peu détruits avec une couverture calcinée.
Et donc, David a dit, OK, super, pourquoi pas, je vais en parler à Elena. Mais Elena, elle, en fait, elle aime bien avoir son son indépendance en quelque sorte. Et donc, elle demande à David de résumer le livre. Elle ne lit pas le livre, tout simplement parce qu'elle aime bien. Elle se dit que le lecteur qui entre dans une librairie ne connaît pas le livre non plus, donc il faut qu'elle ait la même approche que lui. Et donc, ça, c'est la deuxième couverture que nous avons eue. La première couverture, David m'a dit, j'ai eu la première idée d'Elena, mais ça ne va pas être ça. Donc, c'était des ciseaux avec un pistolet. Et alors là, moi, je suis tombée, j'étais assez surprise par cette couverture, parce que ça donnait un ton très policier, effectivement, à ce livre. Alors, il y a un côté polar, un côté suspense, effectivement, qui est là, mais pour moi, c'était pas le cœur du livre. Et donc, et pour David non plus, il aimait pas ce pistolet. Et donc, on s'est dit, enfin, lui, il me disait pourquoi pas une fusée. Et donc, et c'est ce qui est sorti. Voilà. Mais je trouve que quand on regarde Un missile plutôt, non? Moi, j'ai vu un missile. voilà, ça peut être Moi, je vois plus une lampe. ça peut être un stylo. Certains m'ont dit, on voit aussi le trésub qui est l'emblème national ukrainien. Alors, on voit plein de choses. Et moi, ça me va. Voilà. En tout cas, elle est très belle. Elle est très belle. Voilà. Alors, il y a une question de Claude qui voudrait savoir, votre livre est-il porteur d'espoir et veut-il montrer que l'on ne peut pas détruire une culture? Bien sûr. Oui, tout à fait. On ne peut pas détruire une culture. Non. Tout simplement parce que moi, je me souviens de ma grand-mère qui, en fait, elle continuait de parler ukrainien. Elle me disait que, alors, elle était à l'ouest, en Galicie. Donc là, c'était une interdiction moins forte que dans d'autres régions. Mais elle me disait, on continue de parler ukrainien à la maison. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du cœur, en fait. Et quand, par exemple, quand on prend par exemple Tchernobyl, c'est-à-dire qu'il y a une zone interdite à l'homme qui a été créée, et il y a dans cette zone interdite des hommes qui sont revenus et qui y habitent, et quand on les interroge, ils nous disent, mais en fait c'est chez moi, c'est ma propre culture, je ne peux pas vivre ailleurs. Et je pense qu'il y a de ça, effectivement. Quand on essaye de nous enlever ce qui fait notre identité, on s'y accroche. Donc oui. C'est vrai qu'on avait vu dans la littérature la spoliation des œuvres, mais la falsification, c'est beaucoup plus... Moi, j'avais jamais, sauf si Madeleine, elle a lu un livre où on parle de ça. Est-ce que vous, si vous aviez... Alors, j'imagine que vous êtes mis à la place de K, puisque vous êtes l'auteur du livre. Est-ce que vous, si on vous avait demandé ça, de falsifier des œuvres, comment vous auriez réagi? Parce que là, on sent l'importance des mots, puisque la bibliothèque est un refuge. Vous touchez à l'hymne national, pas au drapeau, mais à l'hymne, puisqu'on lui demande de falsifier l'hymne. Donc, ça veut dire qu'il y a des messages derrière les mots. Comment vous auriez réagi, vous, si on vous avait demandé la même chose? Ça aurait été terrible. Effectivement, terrible, puisque pour moi, un livre, par exemple, on peut revenir à ce qui se passe autour de Roald Dahl, par exemple, c'est-à-dire de changer certains mots, comme si finalement un livre n'était qu'un assemblage de mots sans avoir une unité propre, et où on pourrait finalement changer les livres en fonction de la politique. Non, en fait, la création, c'est au contraire un ensemble, c'est un tout. C'est pas, on ne peut pas changer certains mots pour en mettre d'autres. Non, on ne peut pas. Alors, je pense que en écrivant ce livre, je me suis demandé ce qui pourrait arriver de pire à un personnage. Et justement, ce qui pourrait arriver de pire aussi, si on me demandait de falsifier, justement, d'enlever certains mots pour en mettre d'autres, et justement pour travailler autour
de tout ceci. Donc, vous voulez dire si jamais cet homme au chapeau aurait pris, s'il avait pris mon fils, par exemple, Voilà, par exemple. oui, ben, là, ben, j'espère que des ombres seraient arrivées et m'auraient encouragée ou m'auraient justement dit, voilà, tu peux falsifier, mais tout en mettant aussi un autre message à l'intérieur pour duper cet homme fourbe. Et c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est-à-dire que cet homme au chapeau, il est à un moment donné, en fait, il est donc au début, il est très fort, mais qu'il y a cet orgueil qui fait que il devient aveugle parce que en face de lui, il a l'impression d'avoir une petite archiviste, mais que cette petite archiviste, au contraire, c'est elle qui lui donne une leçon. Donc, Moi, ce que je trouvais brillant, c'est qu'au-delà de la falsification, il y a la manipulation aussi. Et à l'heure de l'intelligence artificielle, où on a plein de manipulations avec des images, vous avez choisi les mots. Et j'ai trouvé ça super intelligent dans la construction et jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça mêle enquête. Il y a une quête, alors il y a aussi il y a un peu de réparation, le devoir de mémoire, tout ça c'est mis et c'est, je veux vous dire, c'est brillant. Voilà. Alexandra, votre livre est quand même. Lynn ne va pas me contredire parce que je sais qu'elle l'a adoré. Mais effectivement, voilà. Donc il y a un message, je crois que vous avez fait le job, mesdames, parce qu'il y a quelqu'un, alors je n'ai pas le prénom, qui dit qu'elle va aller acheter le livre. On a donné envie de, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, en rencontre, généralement, quand vous, en fait, quand les libraires s'emparent du livre et prononcent, par exemple, Taras Shevchenko, Lesia Ukrainka ou d'autres noms, je me dis, en fait, rien que pour ça, rien que pour entendre, en fait, des personnes donc françaises parler de cette culture ukrainienne et dire les noms de ces personnes, ben voilà, en fait, pour moi, c'est vraiment un véritable cadeau. Vraiment. Enfin, c'est-à-dire que quand j'étais petite et que je disais, parce que mon père, en fait, on est vraiment dans mon père a vraiment été, euh, euh, il a souffert en fait d'être ukrainien quand il était petit. Et il voulait à tout prix que ses enfants soient intégrés et soient français. Et donc, notamment en fait au niveau de la langue, c'est-à-dire il a dit à mes grands-parents de ne pas me parler ukrainien parce qu'il voulait qu'on parle français avant de parler ukrainien. Et moi, en fait, quand j'étais petite, je disais qui es-tu, toi? Alors la personne disait comment ça, qui je suis et je disais bah, moi, je suis ukrainienne. Bon. Et alors d'emblée, en fait, c'était ma carte de visite. Et généralement, en fait, les gens disaient l'Ukraine, mais qu'est-ce que l'Ukraine? C'est la Russie? Généralement, on confondait URSS et Russie. Ouais. Et puis après, par la suite, en 1986, on a su qui étaient les Ukrainiens parce que c'était Tchernobyl. Et là, en fait, il y avait une stigmatisation de ce pays en étant, bah oui, ah oui, l'Ukraine, c'est finalement Tchernobyl. Et donc, moi, en fait, je me disais, mais c'est terrible, en fait. Maintenant, on sait ce qu'est l'Ukraine, mais parce qu'il y a une catastrophe. Et donc là, en fait, on entend, on sait ce qu'est l'Ukraine parce qu'on connaît le nom d'artiste. Voilà. Et alors là, pour moi, c'est un véritable cadeau. Vous le parlez, l'ukrainien, ou pas? Ou pas du tout? Alors malheureusement, je baragouine, on va dire, ukrainien. J'ai fait 10 ans de russe au collège. Et là, j'ai repris l'ukrainien, mais alors seule. Et donc, je pense que voilà, c'est aussi un travail que je suis en train de faire. Donc, vous ne pourriez pas nous dire l'archiviste en ukrainien, par exemple? Non. Ah, quel dommage. Alors, je pense que ça doit être quelque chose comme archiviste, vous voyez. Ouais, ça ressemble. Voilà, Ouais. Non, ça, j'imagine on doit vous la poser. Est-ce que vous êtes retourné en Ukraine ou pas du tout? Là. Alors, là aussi, c'est un point assez fort pour moi, c'est-à-dire que retourner en Ukraine, j'ai voulu le faire avec ma grand-mère, sauf que au moment où on aurait pu le faire, enfin, elle est tombée malade, et donc là aussi,
je n'arrive pas à me dire que je peux retourner en Ukraine, mais en touriste. Pour moi, ce serait quelque chose qui... il y aurait une dichotomie, c'est-à-dire que je pourrais pas, voilà. Et donc, je commence à comprendre certaines choses, c'est-à-dire que mon premier livre parlait de l'Ukraine, et en fait, certains ponts s'étaient faits avec le centre culturel ukrainien. Malheureusement, il y a eu le confinement et ça a arrêté en fait cette communication avec l'Ukraine. Et j'ai l'impression que j'écris sur l'Ukraine pour me dire, je retourne en Ukraine comme une enfant du pays. Voilà. C'est pas mal. Et ouais, mais alors c'est un peu alambiqué effectivement. C'est un Mais lien, c'est un lien et on peut le comprendre, c'est légitime. voilà, voilà. Moi, je voudrais aussi dire qu'il y a aussi beaucoup d'humanité dans votre roman. Et ça aussi, ça transpire. Donc, c'est le côté lumineux, je rejoins. Moi, je ne suis pas du côté obscur, je suis du côté lumineux, je suis comme Adeline. Mais je comprends ouais, il y a un côté sombre qu'il ne faut pas occulter, qui est important, qui est là, qui a toute sa place. Et il y a la contrebalance derrière, et c'est vous qui l'apportez avec vos mots et votre narration qui est sublime. Je crois que vous êtes une grande lectrice aussi. Est-ce que vous pouvez nous faire un conseil de lecture, Alors Alexandre? oui, là, j'ai découvert Eri de Luca, Ah, hmm. que je ne connaissais pas auparavant. Je l'ai acheté il y a un petit mois environ. Et alors, donc là, c'est La nature exposée, mais je crois que je vais continuer avec d'autres de ses livres, tout simplement parce que, bon, alors ça parle d'art encore, mais ça mêle aussi cette nature. Alors, la nature exposée, c'est à la fois cet artiste, enfin, pas cet artiste, mais la sculpture, en fait, qui est effectivement nue et qui est exposée, mais aussi cette nature qui est tout autour de lui avec la montagne. Et alors, le traducteur a fait ou traductrice, je ne sais pas, donc c'est une traductrice, a fait un travail admirable au niveau de la langue. Il y a des images que je n'avais jamais vues ailleurs. Et moi, ça me porte, en fait. Voilà. Donc, La nature exposée et de Luca. L'art a une telle importance dans votre vie, je ne comprends pas qu'on ne vous ait pas proposé cette sublime collection Une nuit au musée. Vous connaissez ces stocks? Ah oui, ah oui, mais alors j'adore Vous effectivement. seriez bien pour faire une Euh, nuit. alors moi, si on me la propose, je dis oui tout de suite. Alors, on a une libraire là sous la main, tant qu'à faire. Elle va nous parler d'un livre qui est très important qui sort demain, mais je vais laisser Madeleine opérer parce que c'est très On va important. parler d'un livre qui sort demain et un livre auquel tu as participé, Alexandra, qui s'appelle 125 et des milliers, qui est pensé et conçu par Sarah Barouk, mais vous êtes 125 femmes à avoir participé, à avoir écrit des portraits de femmes malheureusement décédées sous les coups de leur mari. C'est un livre qui, moi, m'a bouleversée, que voilà, je pense que ça transpire l'humanité, ou en tout cas l'humanité que vous avez voulu donner à ces femmes et faire perdurer de ces femmes, sans jamais mettre en avant, comme on peut le faire dans les médias, la personne qui tue plutôt que la victime. Voilà, c'est 125 portraits, je pense que j'ai pleuré sur 125 pages, enfin 125 témoignages. Ça sort demain. L'intégralité des fonds est reversée à une association d'aide aux femmes battues. Et voilà, ça fait du bien de voir qu'on peut se souvenir des victimes sans se rapporter forcément au destin tragique, mais en mettant en lumière qui elles étaient. Et je trouve que vous l'avez toutes super bien fait. Et voilà, donc moi, c'est mon gros, gros coup de cœur. Oui, merci Mamie d'en parler. Effectivement, c'est aussi en fait non pas donc effectivement ce sont des personnes mortes, mais de leur donner cette épaisseur, la luminosité qu'elles avaient, ce qu'elles portaient. Et donc là aussi, même si effectivement c'est quelque chose de terrible, c'est-à-dire que là on est à plus de féminicide que l'an dernier. Enfin, et donc, c'est un livre vraiment important, mais il y a une lumière là aussi qui est là. C'est On voulait en parler. Donc, c'est chez HarperCollins. Et donc, c'est dès demain, le 8 mars. Ça sort, c'est bien que ça sorte le 8 mars. Donc, voilà, 125 autrices ont redonné vie à 125 femmes qui ont été tuées par les coups de leur mari.
Donc, c'est demain. Alors, avant de donner le mot de la fin, Alexandra, nous, on se retrouvera demain. On sera en direct du Chili avec Frédéric Pi pour son récit de voyage qui s'appelle Vivant et qui est paru aux éditions Nautilus. Donc, ça sera demain à 19h. Alexandra, je vais vous donner le mot de la fin, si vous voulez bien. Oui, merci à toutes les deux. Et effectivement, Nathalie, comme tu le disais il y a quelques heures, c'est un rendez-vous qui est assez particulier, c'est-à-dire que on a vraiment l'impression d'être, tu es une amie, Madeleine, mais vraiment dans quelque chose de très feutré en quelque sorte, où la parole peut grandir et justement, merci pour ce rendez-vous. Donc, amis lecteurs, allez en librairie. Alors, si vous ne pouvez pas y aller ce soir parce qu'elle est fermée, vous avez un clic direct sur notre site où vous pouvez vous géolocaliser. Alors, vous pouvez aller l'acheter à Metz, à la librairie Isler chez Madeleine, ou aller voir Madeleine demain, c'est encore mieux en direct. Comme ça, elle pourra vous en reparler, ou dans toute la France. Donc, ça, c'est important. Aller dans les librairies indépendantes. C'est très important. Et acheter les livres au bon prix, parce qu'il n'y a qu'un prix en France. On le redit aussi, parce que Madeleine et moi, nous avons eu, vous nous faites à combien celui-là? On va le majorer, vu que tu me poses la question, mais on ne peut pas. Donc voilà, c'est la façon de soutenir. Donc arrêtez aussi le piratage, parce que ça c'est très important. Le piratage revient en force. Les auteurs vivent de leurs œuvres, donc c'est bien de ne pas les pirater et d'aller en librairie. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée et puis à bientôt, j'espère.